Donc ça va faire un petit peu listing, de reprendre peuple par peuple, mais on va faire ça comme ça. Et puis on va essayer, au moment où je filme, il n'y a rien de garanti, mais on va essayer de faire un listing sur le côté de l'écran. Donc, les yaks. Les yaks sont les principaux... J'ai une anti-sèche, je suis désolée. Les yaks sont les principaux producteurs de tissus. Ils sont spécialisés dans la fabrication d'étoffes d'une grande richesse, principalement à partir de leurs élevages de vers à soie. Leurs productions artisanales sont également très prisées. Et dans le cas des khur, des yaks, c'est leur goût prononcé pour les couleurs, les motifs colorés, les matières rares, etc. qui font la spécificité de tout ce qui est œuvre d'art chez eux et qui font que c'est très prisé. Chez les tigres produisent surtout des ressources agricoles. Sucre, riz, huile de graines de colza, fil à coudre, coton, et ce sont aussi de très grands producteurs de saké. Le saké musha est connu dans toute l'enclave. Les lièvres. Les yatous produisent énormément de ressources de toutes sortes, bois, minerais, production agricole. Les 3/4 de ces ressources sont directement utilisées par les différentes corporations qui les transforment en biens manufacturés pour ensuite les exporter. Donc c'est pas la matière première qui est exportée, ce sont les biens manufacturés. Ce sont aussi les yatous qui sont les principaux producteurs de la poudre noire, puisque ce sont eux qui ont la recette la plus efficace, et ils contrôlent avec beaucoup de rigueur la distribution, la commercialisation de la poudre noire. Les dragons, les Baiwailong, produisent essentiellement des ressources issues du travail agricole, ainsi que des mines de fer. Ils ont des mines de fer importantes au niveau des montagnes qui bordent leur territoire à l'ouest. Ce sont aussi eux les principaux producteurs d'armes, de matériel militaire destiné à la protection de l'enclave. Les serpents, donc les tiaoché, comme on peut s'en douter, bien, ce sont les principaux producteurs de pharmacopée, de produits de soins et de plantes séchées ou en bouture, sachant que ça doit être le seul peuple à cultiver absolument toutes les espèces existantes dans l'enclave, dans leur jardin. Alors je dis pas qu'il n'y a pas d'autres peuples qui ont des jardins très fournis, mais les tiaoché, eux, dans leur jardin, ils les ont toutes. Dans les grands jardins, ils les ont toutes. Ils en ont même certaines qu'on peut trouver à l'extérieur normalement, seulement à l'extérieur. Voilà. Les chevaux, donc les ressources principales produites par les meules viennent de l'élevage des chevaux. Donc les bêtes, d'abord, puisqu'ils vendent des chevaux dans toute l'enclave, aux forces armées, mais aussi à des privés dans vraiment toute l'enclave. Puis la viande, le lait, le cuir, le crin, les peaux, et produisent aussi leurs propres ressources agricoles. Les chèvres aussi ont des ressources principalement issues de l'agriculture et de l'élevage. Ce sont les plus grands producteurs de papier de l'enclave, ce qui est logique parce que ce sont aussi les plus gros producteurs de livres. Ce sont eux qui impriment le plus gros des livres qu'on trouve en circulation dans l'enclave. Les singes, les husis, produisent principalement des fruits, des céréales et des légumes, mais ce sont aussi de grands fournisseurs de poissons qu'ils pêchent en grande quantité malgré les risques inhérents au métier, puisque tous les cours d'eau et points d'eau de l'enclave sont contaminés par la brume, donc on boit la tasse et c'est fichu. Et ce sont également des producteurs de minerais, de pierre et de bois. Les grues. Les ressources principales dont disposent les Meiko sont le bois et le poisson du lac Sodai. Ils possèdent également quelques mines riches en minéraux. Ils font pousser du riz et du chanvre. Et enfin, ils produisent énormément d'œuvres d'art dans tous les domaines, avec les yaks
les grues, ce sont les deux peuples qui produisent le plus d'œuvres d'art, et c'est inhérent au fait que chez les Yaks on trouve les nobles de talent qui ont donc un statut à part entière, et que chez les grues on trouve les artistes reconnus par l'État qui ont donc un statut à part entière. Tout ça, ça encourage les productions d'art, d'œuvres d'art. Chez les chiens, les Noroi produisent des ressources principalement issues de l'artisanat et de l'élevage. En ce qui concerne les chiens, ils ne vendent pas leurs chiens, ce sont leurs chiens. Par contre, ils vendent leur service de conseiller en termes d'élevage. Et sinon, par contre, les rapaces, les élevages de rapaces, là par contre, ils exportent énormément, ils vendent énormément leurs bêtes, leurs oiseaux. Et enfin, les sangliers. Les ressources qu'ils produisent sont issues du fruit de la chasse, que ce soit dans ou en dehors de l'enclave, sachant que forcément en dehors de l'enclave il n'y a pas de quota, donc ils peuvent chasser autant qu'ils veulent, donc ce sont vraiment de gros producteurs de ressources issues du fruit de la chasse, et également forcément de morceaux de yokai. C'est eux les principaux fournisseurs, puisque ce sont eux qui peuvent aller les chasser autant qu'ils veulent en dehors de l'enclave. Donc il ne faut pas perdre de vue que ce qu'on expose là, c'est les productions principales de chaque peuple. Mais tout le monde fait du tissu, tout le monde cultive des herbes médicinales, c'est juste que forcément les tissus Yak qui sont un petit cran au-dessus, et puis c'est production principale chez eux. Tout comme les herbes médicinales, on en trouve chez tous les peuples, mais chez les serpents, production principale. Donc ce sont des grandes lignes, ça ne veut pas dire que les serpents sont les seuls à faire des herbes médicinales, ça ne veut pas dire que les Yaks sont les seuls à faire du tissu, ou que les grues sont les seuls à faire des œuvres d'art qui se vendent bien. Voilà. Alors, d'illustres personnages de l'enclave, on va en citer quelques-uns du coup pour répondre à la question pour la vidéo. Puis de toute façon, on avait l'intention de développer ça un peu plus tard, parce qu'effectivement c'est super intéressant quand même de pouvoir y faire référence ou de savoir ce qui s'est passé à travers des personnages célèbres. Donc là en l'occurrence, je crois que j'en ai 1, 2, 3, 4, 5. Donc on commence avec Anchinatchin, un chaman du peuple de Cheval qui vivait au 7e siècle. Ce chaman a réussi à rassembler des spirituels de tous les peuples pour éradiquer un mal qui frappait depuis le monde des esprits. Ça faisait plusieurs mois que hommes, femmes, enfants, vieillards de tout âge, de tout métier, de tout horizon, tout le monde tombait aléatoirement malade. Ça pouvait frapper n'importe qui. Les membres devenaient noirs puis se décomposaient. Anchinatchin a pu organiser un immense rituel pour envoyer des guerriers dans le monde des esprits. C'est un exploit parce qu'il a fallu rassembler des spirituels de tous les peuples, malgré les croyances, et au 7e siècle, les animosités encore très vives. Il a fallu localiser l'yokai, savoir où il était, dans quel monde, à quel niveau, dans quel plan. Il a fallu y envoyer les guerriers et il a fallu l'achever. Donc c'est un gros exploit d'avoir réussi à fédérer et à organiser tout ça et à sauver l'enclave, parce que jusque-là, personne n'arrivait à rien. On va continuer avec deux personnages, deux héros de guerre, Xiaoge et O Tanirei, qui étaient deux héros dont le nom était connu même chez les yokai au XIIe siècle. Les livres d'histoire racontent que par 2 fois, rien que la mention de leur nom sur le champ de bataille a suffi à faire reculer les hordes de yokai. Les gens ont dit pas de panique, ils arrivent, et les yokai ont fait ah, on s'en va. Donc voilà. Donc Xiaoge et O Tanirei venaient respectivement du peuple de dragon et du peuple de tigre. Ils se sont retrouvés un jour sur le champ de bataille et se sont rendus compte qu'ils se ressemblaient comme 2 gouttes d'eau. Donc d'après les historiens, leurs parents les avaient séparés à la naissance pour retourner chacun dans leur peuple. Donc maman était tigre et papa était dragon. On raconte que ce sont les kami qui les ont amenés à se retrouver, parce que les kami savaient très bien qui formerait un duo de guerriers exceptionnel. Ensuite on continue, on fait un petit bond dans le temps, on va au 23e siècle chez les lièvres avec Diaohua, qui était ingénieur, qui travaillait à l'entretien des mécanismes de défense du mur. Le problème majeur qu'on rencontrait à l'époque avec les défenses du mur,
c'est que les machines se cassaient les unes après les autres. Donc on réparait ici, ça cassait là, on réparait là, ça cassait ici. Le problème c'est que les machines étaient très puissantes, mais elles subissaient des contraintes très importantes. Donc il fallait les remplacer souvent. Diaohua a travaillé toute sa vie à l'amélioration des divers mécanismes, et finalement ce sont encore les machines qu'il a conçues qui défendent le mur pour la plupart, les plus grosses en tout cas. Et les jaloux diront qu'il a bien entendu reçu l'aide des kami, il n'aurait pas pu réussir tout seul. Maintenant, on retourne un petit peu en arrière au 19e siècle, chez les singes, avec Zishisei, qui était une sorte de Robin des Bois, qui a lancé un mouvement de soutien aux pauvres, d'abord de la capitale, puis des alentours. Et puis ça s'est répandu comme une traînée de poudre, d'abord sur tout le territoire singe, puis dans toute l'enclave au fur et à mesure que des brigands se joignaient à son mouvement. Excusez-moi. Donc, les singes, Zishisei, Robin des Bois du 19e siècle. Le mouvement s'est donc étendu à toute l'enclave, et puis il a fini par s'essouffler, même si ça a été du coup une très belle période pour les plus démunis. Ça s'est essoufflé, répression, corruption, progression vers des formes plus légales ou des groupuscules spirituels. Et enfin, on va finir avec un érudit du peuple de Chèvres du 21e siècle qui a passé sa vie à voyager dans l'enclave. Alors en soi, ça n'a rien d'exceptionnel pour un érudit du peuple de Chèvres. Il y en a beaucoup au fil des siècles qui ont voyagé dans l'enclave, il y en a encore beaucoup qui le font. Mais certains sont plus prolifiques que d'autres. Et celui-ci, en l'occurrence, Al-Hajj Kheler, a compilé tous les contes et légendes qu'il a pu entendre raconter dans l'enclave en 35 volumes. C'est l'ouvrage le plus complet qu'on connaît à ce jour, et il est également à l'origine de nombreux recueils plus thématiques. Alors, on va reprendre le listing. Du coup, un type de cérémonie, un exemple de cérémonie ou de rituel par peuple. Donc, on va commencer par les yaks. Chez les yaks, par exemple, donc du coup, les chamans peuvent être amenés à chasser les mauvais esprits à l'occasion de nombreux rituels ou même dans la vie de tous les jours. Si le chaman sent que des mauvais esprits sont en jeu, il va entamer littéralement un combat contre eux. Les personnes qui l'entourent vont alors le voir se battre, donner des coups, entamer un combat face à un adversaire invisible. Le chaman finit généralement à genoux, essoufflé, épuisé, voire presque dans les vapes. On poursuit avec les cérémonies tigres. Les cérémonies et les rituels Musha varient selon la classe. Chez les guerriers, on va aller au plus simple. Dans le peuple, on va être un peu plus festif. Et puis à la cour, chez la noblesse, ça va être très compliqué, très long, très pointilleux, avec des protocoles très précis. Donc les guerriers tigres invoquent surtout Ikusa, le kami de la guerre, et Shori, le kami de la victoire. Et ça se résume à une pratique, un rituel extrêmement simple. Ils vont aller devant l'autel de leur famille, taper 3 fois dans les mains. C'est ça, taper 3 fois dans les mains, allumer de l'encens et puis faire des prières que la fumée va porter jusqu'au kami. Donc typiquement rituel guerrier Musha, simple, efficace. Chez les lièvres, les prêtres Waizishi sont les principaux intermédiaires entre les kami et le peuple. Les temples sont souvent accolés aux lieux de savoir, comme les bibliothèques ou les écoles. Une des cérémonies les plus souvent menées dans ces temples, c'est celle qui vise à aider les étudiants au moment clé de leur apprentissage, par exemple quand ils doivent présenter l'œuvre qui leur permettra d'entrer dans la vie active en tant qu'adulte, en tant qu'artisan reconnu. La cérémonie se tient donc dans les temples devant des représentations de Gongzo, le kami de la création. Les jeunes étudiants s'agenouillent dans une matérialisation du creuset céleste, et 5 prêtres placés en cercle autour entonnent des chants.
Ces chants permettent à l'étudiant d'entrer en résonance avec la nature profonde de Gongzo et donc de réussir à tous les coups à ses examens. Ensuite, chez les dragons, les rites et cérémonies dragons sont extrêmement codifiés. Ne pas les suivre à la lettre revient à bafouer la cour céleste et par extension à bafouer la cour de l'empereur. Autrement dire que c'est extrêmement dangereux, mauvais pour la santé. Les pratiques populaires quant à elles sont seulement tolérées et extrêmement contrôlées. Parmi ces pratiques populaires, on trouve les cérémonies célébrant les héros locaux. Si les noms et les histoires changent, le déroulement des cérémonies en lui-même est toujours le même. Un jeune garçon ou une jeune fille est choisi pour incarner le héros et un cortège est organisé. Le cortège retrace l'histoire du héros avec des tableaux vivants et mobiles. Naturellement, le déroulement et l'aspect des cortèges est extrêmement codifié et déterminé à l'avance et il y a peu de fantaisies qui sont finalement autorisées. Chez les serpents, les jiaoshi sont les prêtres et prêtresses qui conduisent l'ensemble des fêtes religieuses. Certaines cérémonies ont lieu dans l'intimité, notamment celles visant à apaiser les souffrances et à apporter la guérison, là où les produits de la pharmacopée classique et la chirurgie ont échoué. Donc, c'est qu'il s'agit d'un mal d'origine spirituelle, puisque les jiaoshi savent tout soigner. Dans des cas comme celui-ci, les personnes concernées se rendent dans un temple jiaoshi pour se purifier du mal qui affecte le corps et ou l'esprit. Vêtues de blanc, les personnes sont plongées dans un bain d'herbe choisi par les moines, les prêtres jiaoshi en fonction du mal. Et pendant que la personne est invitée à se vider complètement l'esprit pour n'être plus qu'un corps, les prêtres et les prêtresses prient les 5 venins de chasser le mal. Chez les chevaux, la cérémonie la plus connue, c'est celle d'initiation des bœufs, leur chaman. À l'issue de leur apprentissage auprès d'un unique maître, les chamans doivent se rendre dans le monde des esprits. La cérémonie a lieu dans une cavité tenue secrète du territoire de cheval. Et là, les esprits mettent le corps en pièces puis le réassemblent. Alors, bien sûr, ça se passe dans le monde des esprits. Mais les hommes et les femmes qui le vivent le ressentent comme si ça se passait en vrai et ils en reviennent changés à jamais. Cette cérémonie illustre la relation un peu particulière que les chamans ont avec les tengri, les esprits du peuple de cheval. On retrouve un peu ce caractère violent que les autres peuples ont tendance à attribuer aux meules. Chez les chèvres maintenant, ce sont ceux qui parlent aux esprits, les ayalaksh, qui mènent toutes les cérémonies. Certains d'entre eux ont les yeux qui leur permettent de voir les morts et de converser ainsi avec ceux qui n'ont pas encore trouvé le repos. Il est fréquent que les ayalaksh capables de voir les morts renoncent à la vue lors d'une cérémonie pouvant prendre plusieurs formes. Certains se bandent simplement les yeux en faisant le vœu de ne plus jamais retirer l'étoffe qui a préalablement été purifiée. D'autres, plus rares, vont jusqu'à s'aveugler définitivement grâce à un procédé chimique du peuple de serpents. Et ces cérémonies d'aveuglement se tiennent en petit comité dans un temple. Chez les singes maintenant, ce sont les moines Sheng Sheng qui officient dans les villages en tant que conseillers spirituels, soigneurs et gardiens des forêts sacrées. Alors, parmi les cérémonies de la vie quotidienne, on trouve celles menées pour les naissances. Lorsque le nouveau-né a 100 jours, très exactement, on peut être sûr, grâce à un rituel, de savoir s'il s'agit bien d'un petit garçon ou d'une petite fille, et non pas d'un démon venu s'incarner dans ce monde. Alors pour en avoir le cœur net, l'enfant est déposé dans un couffin au pied de l'arbre le plus ancien de la forêt sacrée la plus proche. Là, le moine Sheng Sheng se recueille pendant plusieurs heures en compagnie d'un ou des parents et en observant le mouvement des branches, en écoutant le bruit du vent dans les feuilles, donc en écoutant la voix des anciens. Le moine Sheng Sheng peut dire s'il s'agit bien d'un enfant ou si c'est un démon. Et s'il s'agit bien d'un enfant, qu'il est pur, le moine Sheng Sheng déposera une goutte de taozi, faut pas gâcher, sur les lèvres de l'enfant.
Chez les grues maintenant, parmi tous les rituels Meiko qui existent, le plus couramment réalisé, c'est celui qui vise à se purifier. Donc ça comprend... donc les Meiko se purifient avant toutes les pratiques spirituelles. Ça comprend la pratique des dos, mais les voyages dans le monde des esprits aussi, les rituels, etc. Le rituel de purification peut prendre plusieurs formes, mais il y a toujours l'eau et ou la fumée comme éléments purifiants. Parce que l'eau et la fumée sont en effet toutes les deux capables de purifier ce qui a été souillé par des actes, par des pensées ou par des puissances négatives. Ainsi, un Meiko pourra choisir d'utiliser juste un bâton d'encens, ou quelques gouttes d'un bol d'eau, ou d'aller sous une cascade, de prendre un bain, etc. Ce qui compte, c'est de se recueillir et de s'efforcer de faire le vide dans son esprit pendant que la purification agit. Chez les chiens, maintenant, les rituels et les cérémonies sont toujours menés par ou grâce aux amitanes, qui sont donc leurs chamans, notamment avant et après la chasse. Donc avant la chasse, par exemple, pour citer une pratique, les chasseurs déposent un présent, un objet qui leur appartient, traditionnellement de petites statuettes en terre toutes simples qui tiennent dans la paume de la main. Ces statuettes ont été fabriquées par des enfants et purifiées par des amitanes. Et on les troque. On n'utilise pas de monnaie pour les acheter, c'est toujours du troc. Une fois déposées, elles vont et viennent dans les bois transportées par les esprits et par les animaux comme si elles étaient animées d'une vie propre. Donc c'est extrêmement courant d'en trouver dès qu'on s'aventure en territoire Noroi. Enfin, chez les sangliers, un chaman assiste à la naissance de tous les enfants du peuple de sangliers. Donc assis dans un coin de la pièce, plongé dans une sorte de transe, le chaman va pouvoir voir le monde des esprits se superposer à celui des hommes et donc identifier l'esprit protecteur de l'enfant qui est en train de naître. C'est sans doute le rituel le plus important de la vie quotidienne des sangliers parce que leur santé physique et mentale est liée à leur esprit et donc c'est vital pour eux de le connaître et de le comprendre. Donc voilà, donc c'était la première série de 3 questions auxquelles on répond, des questions de BG parce qu'on a atteint le palier de 500 € sur notre Tipeee. On avait fait le calcul, il y en avait 18 de retard en tout, donc il y aura encore 5 séries de questions. Malheureusement, les gens ont plutôt eu tendance à poser des questions qui dénouaient des trames, alors que ça se fait en jeu. Donc n'hésitez pas, tipeurs et non tipeurs, à poser des questions en commentaire de la vidéo. Pour les tipeurs, c'est plus pratique si vous le faites via le Tipeee en commentaire des articles, des news. Je dis tipeurs et non tipeurs parce que si les tipeurs n'arrivent pas à avoir d'idées, autant répondre à des questions BG quand même, posées par des non tipeurs du coup. Sachant que donc ces vidéos seront mises en ligne une semaine avant d'être rendues publiques en ligne pour les tipeurs comme prévu. Et donc je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.